Anne-Marie Gara, bonjour. Bonjour. Nous sommes ce mardi 26 janvier 2021, nous sommes à Paris. Anne-Marie Gara, nous nous rencontrons depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années, et c'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver à Paris ici, de vous retrouver autour d'un livre, un ouvrage qui n'est pas encore paru, et ce qui fait que c'est un double privilège finalement, celui d'être en votre compagnie et de pouvoir discuter de ce livre, Anne-Marie Gara. Vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous êtes connu, reconnu. Très peu de gens savent que vous êtes bordelais. Il faut vraiment bien connaître finalement votre carrière et votre histoire personnelle pour savoir que vous êtes bordelaise. Et dans ce livre, vous abordez justement ce chapitre. C'est la première fois dans votre œuvre littéraire où vous parlez de votre histoire bordelaise. Mais vous n'en parlez pas tranquillement finalement. Vous en parlez avec humeur, avec une humeur noire, avec donc colère. Anne-Marie Gara, qu'est-ce qui fait que vous racontez votre histoire finalement bordelaise, familiale, personnelle, intime, et que vous le liez à l'histoire de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire à des histoires tragiques, des histoires cachées? En réalité, c'est une vieille colère. Elle remonte loin, je pense. Elle remonte à mon enfance. Et elle est restée rentrée pendant très longtemps, avant que même je lui donne ce nom, avant même que j'identifie ce qui en moi était si conflictuel par rapport à ma propre histoire, à mon histoire donc bordelaise, mon ancrage de bordelaise. Et il a fallu le confinement, il a fallu ce moment un peu de retrait où chacun était confiné, et au lieu d'étudier mes petits états d'âme de cette pandémie, je pense que à ce moment-là, j'ai eu envie de donner nom à ce qui se passait en moi, qui était irrépressible et qui tenait à une collision, à une rencontre totalement, bon, disons, accidentelle, pas tout à fait, au musée d'Aquitaine, avec un cartel, un petit récit, comme on en trouve dans tous les musées pédagogiques, pour expliquer la présence des Noirs et des gens de couleur à Bordeaux au XVIIIe siècle. Et je pense que là, je ne suis pas historienne, vous comprenez, moi je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas autorité, légitimité à parler de toutes ces questions. Et pourtant, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant qu'écrivain, mon rapport au langage, j'étais totalement engagée. Alors je ne fais pas souvent ça dans mon histoire, j'ai écrit quelques essais, mais bon, je me suis lancée dans ce livre sans trop savoir ce qu'il en adviendrait, si vous voulez. Mais je pense qu'il est d'une actualité terrible et en même temps opportune, parce que je n'avais pas prévu non plus qu'à ce moment-là, il y aurait la mort de George Floyd. Je n'avais pas prévu que même la pandémie révélerait à quel point les inégalités, les injustices, et d'abord concernant toutes les descendances des colonisations, etc., que tout cela remonterait avec une telle actualité, que j'étais dans mon actualité, dans le contemporain, de plein pied, et qu'à moi, il revenait, que c'était en quelque sorte, vis-à-vis de moi-même, une responsabilité de m'engager dans l'écriture de ce livre. Une responsabilité de vous engager dans l'écriture de ce livre, et vous l'avez expliqué, c'est finalement l'émoi et la colère devant ce cartel du musée d'Aquitaine qui déclenche tout. Alors pour ceux qui nous suivent et ceux qui connaissent un peu la question historique de Bordeaux et notamment la question de la mémoire de l'esclavage, la ville de Bordeaux, depuis 2009, sous Alain Juppé, a inauguré des salles du musée d'Aquitaine consacrées à la mémoire de l'esclavage depuis 2009. Ces salles ont été le fruit d'un combat associatif militant qui a été mené. Faut le rappeler. Et ce qui est très important, Anne-Marie Gara, c'est que, en réalité, très peu de grands auteurs bordelais se sont penchés sur cette histoire difficile et douloureuse que furent la traite des Noirs et l'esclavage. Vous savez qu'à Bordeaux, nous avons les 3 M, Montaigne, Montesquieu, Mauriac. Et quand on regarde bien, alors Montaigne, on pourra dire que c'était avant l'esclavage et la traite. Et encore que lui a écrit des textes fondamentaux sur cette question du sauvage, de l'autre, de l'altérité qu'on découvre au XVIe siècle. Absolument. Et Montesquieu le siècle suivant. Et Montesquieu aussi, notamment dans l'Esprit des lois, aborde quelques chapitres. Mauriac, beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait qu'une auteure comme vous, reconnue, se mette en colère et dise ce que je vois là, ce que ce musée me donne à voir de la mémoire de l'humanité ne me convient pas. Mais vous ne vous arrêtez pas là, c'est que vous passez à l'acte, vous vous engagez, vous faites des pétitions, vous faites des tribunes dans le monde. Qu'est-ce qui vous anime au fond? Justement, c'est peut-être d'en être partie, de m'en être extraite, si vous voulez, avec la distance
mon existence ensuite, et puis de tout mon cheminement, de mon parcours de prof que je revendique. C'est-à-dire que j'ai vécu comme un engagement aussi total envers les jeunes, de cette mission fondamentale de l'école de la République, n'est-ce pas? Et de moi-même me cultivant au fur et à mesure, qui m'a permis de prendre ce recul critique que je revendique comme étant nécessaire, indispensable et même vital pour nous et pour les jeunes générations, c'est-à-dire comment se transmet le passé. C'est la formule extraordinaire que je trouve extraordinaire dans sa simplicité de Patrick Boucheron, c'est que le présent, c'est l'actualité du passé. Et si nous n'en sommes pas conscients, c'est nous hypothéquons, nous menaçons le futur. Le futur en sera tout autant encore embourbé du déni, de l'amnésie, de la mauvaise mémoire, de la dénégation, de l'écriture officielle, du roman national, etc. Il faut que nous arrivions à nous extraire, à nous sortir. Et tout cela sans, nous n'avons pas aujourd'hui à régler à coup de repentance. C'est un faux débat tout embourbé de tout ce qu'on entend derrière du religieux, de se battre la coulpe, etc. Non, c'est une autre affaire que de s'empoigner avec son histoire, avec son passé commun, et ça ne veut pas dire à égalité, comment il s'est écrit et comment nous avons à le vivre aujourd'hui. Ça, c'est mon parcours quand j'ai quitté Bordeaux d'une certaine manière. Il me faut quitter Bordeaux pour avoir ce recul-là. Quelque part, il faut partir ailleurs pour se retrouver. Pour y revenir. Et c'est ce que vous dites, et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous faites le lien. Vous le disiez tout à l'heure, et ça me rappelait ce proverbe africain qui disait que le passé porte le présent comme une mère porte son enfant, finalement. Parce que vous faites le lien avec les injustices, les racismes contemporains, l'histoire de l'esclavage. Je vous cite Anne-Marie Gara dans votre livre « Humeur noire ». C'est un livre qui n'est pas encore paru, qui paraît dans une semaine. Dans une semaine exactement. Dans « Humeur noire », Anne-Marie Gara nous dit « Il ne serait que temps d'apprendre aux enfants qui visitent les musées que les personnes ou les groupes ne doivent définitivement plus se caractériser par leur phénotype, la forme de leur nez, de leur crâne, leurs cheveux ou l'écartement des zygomatiques, mais par leur nationalité, par l'espace ou le peuple dont ils proviennent et se revendiquent, afro-américains, béninois, afro-brésiliens, haïtiens, mélanésiens, kabyles, ouïghours, guichin, irlandais, caribéens ou canadiens. Votre œuvre, là, ce que vous dessinez ainsi, c'est une façon finalement de rentrer dans un processus de transmission et de pédagogie. Comment est-ce que vous arrivez dans cet ouvrage, et c'est ça qui est remarquable dans ce livre, à lier votre parcours personnel, comment vous devenez enseignante, comment vous devenez auteur de votre famille, d'où vous êtes originaire, bordelaise, de Bacalan. Comment vous faites le lien avec cette histoire intime familiale à l'histoire de la Shoah que vous convoquez également dans cet ouvrage, mais aussi à l'histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs? Mais enfin, c'est que, comme je vous le disais, j'ai été une petite fille, j'ai été une adolescente, j'ai été une jeune fille, j'ai été une jeune femme, j'ai eu des enfants, j'ai enseigné, j'ai milité à droite, à gauche, enfin, etc. Mais que tout cela, ça c'est un tout. On n'est pas, j'ai pas une casquette d'écrivain d'un côté et puis de corriger des copies de l'autre ou bien d'être avec mes amis, etc. Tout ça, ce sont c'est une construction d'une existence. Je dis, j'arrive à un âge. Je ne sais pas si c'est du grand âge encore, non, mais à un âge où tout cela fait masse, en quelque sorte. Et c'est ma propre identité. Comment se construit un être humain? Comment se construit un individu si de manière accidentelle, parfois, avec des rencontres aussi, parfois, de hasard, mais aussi recherchées. Carfa, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, tout cela contribue à faire de nous des êtres complets qui héritent l'histoire des hommes, y compris de leurs crimes, y compris de tous les errements de l'histoire et des plus terribles et des plus atroces qui sont notre propre histoire. Nous sommes pétris, ce n'est pas les autres, nos ancêtres, les voisins, des étrangers, des inconnus, des ennemis qui ont fait ça. C'est à nous de l'endosser comme une histoire qui nous appartient et nous pétrit complètement. Donc si l'école, la transmission dont Hannah Arendt, Walter Benjamin dit tant à quel point cette transmission d'être à être, cette manière artisanale de s'enseigner les uns les autres, d'imprimer l'autre, de l'expérience de pensée qui nous permet d'éprouver ce qu'on ne saura
jamais ce qu'on n'a pas été, qui on n'est pas. C'est pas un effort, c'est une faculté humaine que de se transporter par expérience de pensée dans l'altérité. Et donc, c'est ce qui fonde la littérature, c'est ce qui fonde les sciences, la philosophie, c'est ce qui pétrit l'humanité et nos sociétés. Donc, je ne pouvais pas faire l'économie de cette démarche. Elle est la mienne de toute ma vie. Elle est la vôtre, mais vous êtes bordelaise. Et dans votre livre, c'est une charge. Pour moi, bordelais qui vit à Bordeaux, en lisant ce livre, je me dis, mais quand même, quoi. De quoi elle se permet? Elle nous a quittés il y a longtemps, Ouais. elle vit à Paris, et puis elle vient nous dire comment faire. Qu'est-ce qui fait que cette ville, Bordeaux, a autant de mal avec ses mémoires, finalement? Eh bien, autant de mal elle a, sans doute, que tout individu. Parce que la question de l'amnésie, on le sait bien, avec aujourd'hui les questions sur la pédophilie, l'inceste, etc., qui remontent aujourd'hui avec MeToo, tout ce qui est remonté des choses enfouies. Je pense qu'à l'échelle de chaque individu, comme l'histoire des individus collectifs que sont des villes, des pays, etc., cette question de la mémoire qui se construit, c'est pas du tout un truc, un dépôt inerte, une mémoire, c'est quelque chose qui se construit et surtout qui doit trouver ses mots pour le dire. Le langage, dont Camus disait à quel point trouver le mot juste, et ça ne veut pas dire d'une justice définitive, mais au moins de l'ajuster au plus près de la vérité. Ça aussi, on le voit bien avec les fake news, Trump, le trumpisme et tout le reste, tous ces mouvements aujourd'hui qui falsifient le réel avec les faits alternatifs. C'est un si long travail. Je crois que les êtres individuels comme les êtres collectifs ont à faire ce travail-là, qui est un effort collectif, ensemble, mais qui est aussi un effort, je ne dirais pas joyeux, mais tonique, qui nous remplit d'humanité, qui nous rend meilleurs, plus vivants, que d'accepter de faire ce travail-là. Et donc Bordeaux, comme les autres villes, les ports négriers de toute l'Atlantique, il fera ce travail, il va être forcé de le faire. Il a fallu que quelque part il y ait du forçage pour l'amener à accepter le buste de Toussaint Louverture ou la statue de Modeste Testas ou les plaques sur les rues ou à réfléchir un petit peu à revenir. Et cela fait du bien. Ceux qui croient que ça fait du mal, c'est-à-dire que c'est se fustiger, etc. Non, au contraire, ça remplit d'humanité, ça rend plus vivant, meilleur avec soi et avec les autres, ça pacifie les sociétés. Donc, je ne sais pas comment vous dire, mais si c'est une petite pierre à porter à ce travail c'est même une réparation, parce que dans votre livre, Anne-Marie, vous donnez naissance, enfin vous faites émerger des figures et des figures de femmes, notamment ces deux femmes que vous racontez, qui sont sauvées de l'anonymat, Modeste Testas et Marie-Louise Charles. Oui. Et vous dites cette phrase qui me semble d'une grande beauté: définitivement séparée des siens, sans autre appui dans cette ville étrangère que la relation avec ses semblables, avec qui peut exister certaines solidarités, ayant échoué à s'intégrer tant soit peu à la bonne société, elles connaissent, ces femmes, le sort de ces déracinés condamnés aux infortunes, aperçus de la cohabitation sans problème d'une femme noire avec le Bordeaux bourgeois du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Donc, quelque part, il y a également une volonté de rompre finalement ces violences intersectionnelles que des femmes aussi, en particulier, ont pu vivre dans cette histoire. C'est pas par hasard aussi que ce soit deux femmes, parce que aujourd'hui, les avancées, et Dieu sait si elles sont critiquées, de l'intersectionnalité, c'est-à-dire des jeux confondus de rapports de dominant à dominé, qu'elles soient de classe, de race, ou social, n'est-ce pas? Donc c'est politique, tout ça, qui émerge aujourd'hui et qui sont tant critiqués. C'est ça que ça nous révèle, c'est qu'on écrit bien souvent l'histoire au masculin, et que ces deux exemples de ces deux femmes qui ont vécu à Bordeaux, et qui, loin d'être des espèces comment dire, de figurantes comme ça, en arrière-fond d'une vie sociale bordelaise du XVIIIe siècle, propre sur soi, etc. Au contraire, elles sont presque des emblèmes de ce qui a pu se passer à Bordeaux et qui est si maltraité dans le petit cartel du musée d'Aquitaine. Et vous précisez également, et c'est très juste, en disant dans votre ouvrage, je rappelle, c'est Humeur Noire, c'est un livre qui paraît dans une semaine exactement. C'est un livre qui parle de l'histoire de l'humanité, de la traite des Noirs et de l'esclavage, de la Shoah, mais aussi de l'histoire d'une jeune fille de Bordeaux, de Bacalan, qui raconte comment elle devient... dans les Chartrons, c'était à la limite de Bacalan et des Chartrons. Et qui raconte comment elle devient auteur, comment elle devient écrivain. Vous racontez dans ce livre, chère Anne-Marie Gara, il ne s'agit pas de faire le procès anachronique d'une époque, plutôt de comprendre comment celle-ci se pense et agit, comment les mentalités opèrent sur les esprits et dictent les représentations. Enfin, comment, à l'instar du banquier anglais,
understand, le négrier bordelais peut revêtir ses plus beaux atours, s'entourer de Marine, lire Rousseau et Diderot, et se dédouaner des réalités ignobles de son business, sans laver les mains, tout en faisant fructifier son capital dans les plantations désormais siennes aux Antilles, par-dessus tout à Saint-Domingue, 40% de Bordelais, la perle de ces îles à sucre. C'est quand même très dur pour nous autres, les Bordelais, et pour notre histoire. Et quelle est la porte de sortie pour conclure cet entretien, Anne-Marie Gara? Mais le travail d'histoire et d'imagination, qui est cette capacité à l'expérience de pensée dont je parlais, qui n'est pas du tout une imagination frivole, là, si on l'a fait sur le passé, si on arrive à comprendre comment cet armateur, ce banquier, etc., bon, bref, nous comprendrons mieux comment nous pouvons le faire aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre le contexte, de se déplacer dans le contexte d'une époque passée, de comprendre comment elle a pu penser, agir comme ça. Ça nous permet aussi d'être mieux dans notre présent, de le comprendre pour notre présent. Ce que nous faisons dans le contexte d'aujourd'hui avec la pandémie, la crise économique, la crise climatique, de notre relation au vivant, tout cela, ça nous permet aussi de mieux nous inscrire dans le présent et aussi de préparer nos enfants à l'avenir. Préparer nos enfants à l'avenir. Chers amis, la quatrième édition du Black History Month s'ouvre donc ce 4 février. Anne-Marie Gara, qui est marraine du projet de la Maison contre les esclavages, nous fait l'honneur de nous accorder la conférence inaugurale, parce que finalement, la force du travail d'Anne-Marie Gara, son courage, son honnêteté et son intégrité intellectuelle nous poussent à penser qu'il n'y a pas de plus belle inauguration de ce mois consacré à l'histoire des Noirs que l'entretien que vous venez de nous accorder, Anne-Marie Gara. Je vous conseille de lire ce livre. Si vous voulez connaître Bordeaux, si vous voulez connaître ses quartiers également, Mériadec est décrit, Saint-Pierre est décrit, mais achetez ce livre. Si vous voulez savoir comment cette ville négocie souvent très maladroitement et de façon très injuste avec la mémoire de l'humanité qu'elle abrite, lisez ce livre d'Anne-Marie Gara. Humeur noire, je vous le conseille. Le Black History Month s'ouvre. Vous le savez, cette année, nous sommes dans des circonstances historiques exceptionnelles puisque nous sommes sous Covid, effectivement, sous coronavirus. Mais nous essaierons, par les moyens numériques que notre intelligence nous permet, d'échanger, de partager et de montrer qu'il y a une vraie vibration autour des exigences de justice, d'égalité, de réparation des peuples noirs et de leurs descendants. Je vous remercie. On a débordé.